Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai été interviewer les psychologues cliniciennes qui ont fondé Kids et Family où est suivie Eliora. J'ai reçu énormément de questions sur le HPI et sur le TDAH. Du coup je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux qu'un professionnel spécialisé sur la question pour vous répondre. Et dans un premier temps aujourd'hui on va parler du HPI. Donc les outils pour le détecter, ce qu'il faut faire si vous avez un doute, par quel professionnel il faut passer. Bienvenue chez les fous. Tu la vois ma TDAH ou pas d'associé? Ouais, voilà. Ça tourne, c'est dans la boîte. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Bonjour, alors moi je suis Aurélie. Et moi c'est Clémence. On est toutes les deux psychologues cliniciennes et on a monté un cabinet de psychologie qui s'appelle Kids et Family et qui est situé à Boulogne dans le 92. Oui, et donc on a créé un cabinet qui se veut un peu spécialiste de la famille. Donc on trouve qu'il y a beaucoup de souffrance et que c'est intéressant de pouvoir soulager nos collègues mamans et nos copains les papas et tous les enfants. C'est vrai que ce soit à l'école, dans l'adolescence, dans la petite enfance, les troubles du sommeil, les rivalités entre frères et sœurs. On a même plus de spécialité maintenant, on aime bien s'occuper de tout parce qu'on trouve que c'est chouette d'aider les gens vite et concrètement. Et donc on a créé plein d'astuces, plein d'outils. Dès qu'on a une idée, on a des signes pour essayer d'aider les gens. On fait des livres aussi accessoirement. Ouais. il y a 2 livres, c'est vrai. Il y a Je ne veux pas et Je ne dors pas. Et la boîte anti-ennui. Parce qu'on a une petite spécificité, c'est qu'on est un petit peu hyperactifs toutes les deux. Quand même, parce qu'on est maman aussi de 2 enfants chacune. Elle va vous dire que je suis beaucoup plus vieille et que les miens sont grands, qui sont limite partis de la maison, mais c'est faux. C'est faux. Et donc on consulte au cabinet, en fait on s'occupe autant des bébés, des enfants, des ados, des adultes, et on s'occupe aussi des couples. Et comme on avait un petit peu besoin de renfort, on a recruté au cabinet des psychologues qui viennent travailler 1 jour, 2 jours par semaine. On a pris des gens qui avaient chacun leur spécificité. Donc on a des neuropsys qui ne font que des bilans, on a des spécialisations sur le sommeil, enfin voilà, on voulait avoir des gens qui soient vraiment bons dans chacun de leurs domaines. Et donc aujourd'hui on a 12 personnes qui nous accompagnent au quotidien au cabinet. Aujourd'hui on a dit qu'on avait parlé de 2 thèmes qui sont très importants, qui reviennent beaucoup et qui me concernent, enfin qui concernent ma fille Eliora. Donc le HPI dans un premier temps et le TDAH. Donc le HPI déjà, qu'est-ce que c'est? Alors déjà le HPI ça veut dire haut potentiel intellectuel, ça veut dire exactement la même chose parce que parfois les gens pensent qu'il y a une différence. Donc HPI, pourquoi tu rigoles? Parce que tu vas dire tous les noms. Ah oui c'est ça, Surdoué, surdoué, zèbre, précoce, EIP, ouais, EIP, HP. En anglais, on appelle ça gifted, enfin il y a plein de noms, mais tout ça c'est exactement pareil. Si on vous le dit en hyper résumé, mais alors de hyper résumé, c'est en gros, on passe à ce qu'on appelle un bilan cognitif qui teste ce qu'on appelle aussi l'efficience cognitive, donc en fait quel est le quotient intellectuel des enfants, et en fait c'est d'avoir un quotient intellectuel total égal ou supérieur à 130. En fait c'est une courbe qui fait comme ça, où il y a 68% de la population qui est au milieu, et puis il y a les très très bas, c'est 2,5% environ, et les supérieurs à 130, c'est 2,5%. Et donc les précoces sont dans cette partie toute perdue à droite de la courbe. Là vous vous dites qu'il manque effectivement 40% de la population, vous avez tout à fait raison. Et ça c'est là où je suis nulle en calcul. C'est donc la moyenne basse et la moyenne haute, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens au milieu et on a une petite poignée qui sont tous de l'autre côté. Et du coup les HPI se trouvent dans les 2,5% tout à droite, c'est ce qu'on disait. On entend souvent, ah bah trop bien, ton enfant il est très haut potentiel, il est haut potentiel, il est plus intelligent, ça va être facile à l'école. Mais en fait pas du tout. Alors c'est possible. Enfin pas du tout, ou pas hein, mais... Tout est possible. Ce qui est hyper intéressant avec cette histoire de haut potentiel, moi j'ai trouvé que c'était une vraie révélation en tant que psychologue quand moi j'ai découvert ça, c'est que ça ne remet pas en cause tout le reste de la psychologie, tout le reste de la psychiatrie. En fait tu peux être fou et très intelligent, tu peux être mal élevé et très intelligent, tu peux être timide et très intelligent, tu peux être hystérique. En fait tout est vrai, c'est juste comme un manteau par-dessus, comme une couleur en plus en fait. C'est quelque chose qui ne remet pas en question le reste. Donc en fait il y a autant d'enfants surdoué qu'il existe d'êtres humains ou de couleurs, et un enfant surdoué en Chine en 2022 sera différent d'un petit Parisien ou d'un Brésilien, peu importe, mais tout le reste de la culture et de l'éducation va aussi rentrer en compte, et donc il y en a qui sont premiers de classe et qui sont très heureux à l'école. Et d'ailleurs ceux-là qui ne sont pas forcément détectés, qui passent même pas de bilan et qui ne le savent pas, c'est juste des très bons élèves qui cartonnent à l'école, qui ont des facilités, qui bossent pas trop, pour lesquels on s'inquiète pas. Qui sont très brillants et qui passent pas de bilan. En fait ceux qui passent des bilans,
généralement. En général, c'est que ou à l'école, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Ou il y a une intuition de parent qui dit faut que je vérifie. depuis qu'il est petit, même bébé, il avait un regard hyper perçant dès la matière, il me regardait comme ça. Enfin, tu vois, il y en a, ils se disent. Je te coupe 2 secondes, c'est hyper impressionnant que tu parles de ça. Mais le jour de sa naissance, Eliora, quand on l'a posée sur mon ventre, elle a levé sa tête et elle m'a regardé droit dans les yeux. Le jour de sa naissance. Ouais. On ça, dit souvent qu'ils qu'ils ont un côté Benjamin Button en fait. Ils te regardent comme s'ils avaient 3 vies et que d'ailleurs tu vas être contente, je vais pouvoir le placer. Oh ça non, fait partie de mes théories. Attends, je vais te raconter un truc. Tiens, tu vois, t'es mal. Donc mon papa est décédé quand Eliora avait 3 ans. 3 ans c'est un petit peu jeune pour comprendre exactement ce que c'est. Donc moi j'avais pas les mots, j'étais perdue. Je lui dis écoute papy il est parti au ciel. Elle m'a dit mais c'est pas grave maman, tu prends l'ascenseur. Tu vois c'est 3 ans. Allez, bah non on est rationnel. Le problème il y a des solutions. Voilà c'est ça. Surtout de l'hyper-émotivité, hyper-sensible. Ouais. Non mais c'est vrai que je multiplie cette théorie. Il y a plein de gens qui peuvent être d'accord avec moi. De toute façon je m'en fiche parce que personne ne peut me prouver le contraire pour l'instant. Donc c'est bizarre mais peut-être c'est vrai, j'ai raison. Non mais c'est vrai qu'ils ont un côté, en fait on a l'impression que tu as une énorme âme qui se plante dans un corps qui ne sait rien faire. C'est des vieilles âmes. Voilà. C'est des vieilles âmes. Ce qui leur donne un côté un peu parfois colérique parce que tu les sens frustrés de ne rien faire, de ne pas marcher, de ne pas tenir assis déjà à 4 mois. On parle parfois de bébés aux besoins intenses. D'enfants qui ont vraiment, tu sens que la frustration n'est pas simple à digérer. Puis après, il y a le langage quand il ne veut pas sortir. Mais c'est vrai que tout peut être un peu compliqué. Bon, ça pèse quand même un peu avec le temps. Il faut quand même être philosophe, il ne faut pas paniquer, il faut se relever les manches et prendre chaque complication comme une expérience ou comme un exercice d'entraînement et se dire que voilà, on est là aussi pour leur apprendre, non pas tout leur faciliter et les protéger de tout, mais leur apprendre tranquillement petit à petit à s'entraîner, à digérer cet énorme appareil à émotions. Et encore, il y a plein d'enfants qui ne sont pas HP et qui ont exactement les mêmes problématiques de frustration. Tu les retrouves aussi. En fait, c'est ça qui est assez... c'est que tu peux retrouver des trucs chez les HP que tu as dans la population générale. À part souvent, ce qu'on dit que c'est les HP, c'est monsieur et madame plus. C'est-à-dire que c'est toujours plus. C'est un peu plus pour ci, un peu plus pour ça. Oui, on les appelle des hyper. Ouais. Hyper triste, hyper heureux. C'est tout un peu plus fort. Il y a des... C'est assez hyper. Moi je dirais hyper frustrée, surtout chez la mienne. Et d'où l'intérêt, dans le cas de doute chez un parent, de faire passer un bilan. Donc le bilan, moi qui a passé Eliora, c'était le WISC 5, ça je crois. En gros, avant 6 ans, c'est la WPPSI 4. Aujourd'hui, on en est à la 4e version. Juste, je précise, parce que si vous allez voir un psychologue et qui vous dit j'ai la WIPSI 3, elle date d'il y a 10 ans, donc c'est pas bon. Donc les photos sont plus trop à la mode, etc. Ouais. Ça va pas être adapté quoi. Et puis c'est réétalonné en fonction de l'évolution de la population générale. Un bilan de QI il y a 30 ans, aujourd'hui les enfants sont beaucoup plus stimulés, ont beaucoup plus de connaissances. En fait, si on faisait passer, d'ailleurs on voit que chaque nouvelle version de WISC ou de WIPSI, on trouve que les enfants notent un peu moins bien parce qu'en fait c'est plus dur. Bah, on trouve que, ouais. Les Chinois ils ont carrément réglé le problème. Eux ils ont décidé que le diagnostic de HP c'était à partir de 140. Eux ils en ont tellement à 130, ils sont tellement nourris en Chine, ils sont tellement hyper stimulés vraiment énormément qu'en fait ils ont décidé que 130 c'était très bien pour eux chez eux, c'est normal en fait maintenant. Ah ouais, donc ils ont augmenté. Ouais, ils ont augmenté leur niveau. Ah, les Chinois, c'est toujours plus. C'est plus, le chinois, il est plus. Oh là là. Mais donc pour les moins de 6 ans, c'est ce qu'on appelle la WIPSI, donc la WIPSI 4. De 6 ans à 16 ans, 11 mois, bon 17 ans, c'est le WISC 5. Et après, c'est la version adulte qui est la VICE, qui va de 17 à 90 ans. Bon. Parce qu'après, tu la testes pour des déficiences, des suites d'AVC. Des accidents de voiture ou des choses comme ça. Ah, faudrait que je le fasse moi. Là, tu veux, avec plaisir. Ouais. Attends, je vais économiser un petit peu. Nous. Alors, je dis ça en rigolant et tout ça. On en parlait tout à l'heure. Alors, ça a un coût. Les différents tests, ils sont facturés combien? Après, je vous explique pourquoi c'est cher. Hein, alors, après, justifié. je pense que ça dépend des villes, ça dépend des endroits. Si vous le faites dans les établissements scolaires, c'est gratuit. Mais le risque est d'avoir des tests qui ne sont pas actualisés. Faut la dernière version. Il faut que ce soit des psychologues qui sont vraiment formés au bilan. Il faut qu'on leur laisse le temps de faire tout parce que parfois, les sortes de la classe, elles ont qu'1 heure. Donc en fait, on ne passe pas les optionnels. En fait, dans un bilan de QI, tu as toujours en gros, je ne vous dis pas les chiffres exacts parce que c'est pas intéressant, mais en gros, tu as la moitié d'épreuves obligatoires qui te donnent le QI total et tu as après autant d'épreuves optionnelles. Donc en fait, tu doubles le temps de passation. Et le nombre d'informations. Et voilà, mais donc en gros, si tu veux, quand on a, alors peut-être on vous expliquera après les différents indices que tu as, parce qu'en fait, parfois on a des gens qui vont venir nous voir en disant il parle hyper bien, il a un vocabulaire extrêmement élaboré, donc il doit sûrement être au potentiel.
En fait, le verbal n'est qu'une dimension testée sur les 5. Bref, donc le verbal, c'est celui qui est le plus sensible à l'environnement. Donc il y a des enfants qui effectivement sont très hauts, mais le reste est moyen, et ils ne sont pas HP alors qu'ils ont un vocabulaire de malade et qui peuvent être très impressionnants. Mais pour revenir sur la notion de prix... Je voulais qu'on parle de ce côté-là parce que y en a qui vont trouver ça extrêmement cher, il y en a qui vont dire ouais c'est pas juste, on n'a pas tous les moyens, donc ils ont quand même la possibilité de le faire à l'école, mais attention les outils sont pas forcément à jour et pas toujours. Et pas tous les optionnels. Et pas tous les optionnels. CMPP aussi où c'est gratuit, mais tu peux avoir 18 mois d'attente. Voilà. Ça, c'est le problème qu'on a en France un peu pour tout. Donc, Ouais, moi, j'ai pris la décision de le passer chez vous. Bah, c'était pas le premier, c'est le deuxième qu'elle passait parce que le premier, ça a été une catastrophe. Pour le coup, attention aussi, parce qu'il y a des grosses arnaques sur des professionnels qui sont pas très bien formés, très investis, voilà, qui n'ont pas trop envie. Parce que justement, quand on fait passer un de ces tests à nos enfants, derrière, vous avez 3-4 jours de boulot pour rendre un bilan. En gros, ça dépend. Nous, on a pris le parti pris au cabinet parce que ça nous intéresse vachement les bilans et qu'on trouve que tu peux en passer qu'un dans ta vie et que l'idée c'est d'avoir vraiment le bilan le plus complet possible et que les parents comprennent en fait ce qu'on a fait. Donc c'est vrai que nous, on va mettre des photos, on détaille pour chaque subtest comment. En gros, on veut que quand les parents le lisent, ils aient l'impression d'avoir été là pendant la passation. Qu'ils se disent ah bah là je le reconnais. On met des trucs en exemple sur ça, m'a dit, et on met entre guillemets. Donc voilà, on veut que ce soit le plus détaillé possible et surtout que les scores soient compréhensibles pour les gens. Donc nous, on a pris le parti pris de taré, de faire des bilans qui font entre 30 et 40 pages. Donc ce qui est énorme. Dans nos conclusions, quels que soient les résultats, on donne énormément de recommandations et d'idées. Pour l'école, ouais, il y a des idées de lecture aussi là. Voilà, J'avais lu dans de jeu, de jeu. En fonction de la souffrance des parents, parce que finalement, quand on vient faire un bilan de QI et qu'on dépense donc cette somme-là, donc pour répondre à la question, on va je dirais entre 200 € et 600, 700, 800 selon les endroits, ouais. Selon les endroits et les régions. Après, bon, c'est plus ou moins complet. Parfois, les gens font 4 tests en un, ils prennent un petit morceau de ci, un petit morceau de ça, un petit morceau de ça, et donc ils vont tester beaucoup plus de choses, etc. Mais nous, quel que soit le résultat, on a pris le parti quand même de chercher la souffrance et pourquoi est-ce que les gens venaient. Et il y en a qui viennent par simple curiosité, mais il y a aussi des gens qui viennent parce que ça ne va pas. Alors se répand en France l'idée que les enfants HPI seraient malheureux et plus angoissés, ce qui n'est pas forcément la réalité, mais c'est vrai qu'ils seront plus testés quand ils sont mauvais à l'école, supportent très mal la frustration. Voilà, donc c'est vrai qu'on récupère cela. Mais c'est... Et puis parfois, on peut aussi... Parfois, quand en fait tu vas avoir des parents qui vont vraiment se dire la seule explication au comportement dysfonctionnel de mon enfant, c'est forcément qu'il est HP. Donc ils se posent la question, ils font un bilan. Ou il s'avère qu'il n'est pas du tout HP et donc ça veut dire que l'explication du comportement est ailleurs, mais au moins on l'a éliminé. C'est bien de chercher quand même. Et puis c'est pas parce qu'on a un enfant HP qu'il y a des choses qui sont plus acceptables ou plus tolérables. Enfin tu vois, en gros tu peux être HP et pour autant... pas être... Et te laver les dents. Même que t'aimes pas ça. Oui, tu peux quand même, tu vois, supporter... Attends, mais l'exemple du brossage des dents, excuse-moi, mais je crois que pour un enfant HP, c'est le truc. Enfin, on m'a dit, je sais pas, ça vient pas de chez vous, mais que les troubles de l'oralité étaient aussi un signe qui était assez répandu chez les HPI. Tu en as et tu as plein de troubles de l'oralité qui sont pas du tout HP. En fait, le problème, c'est que tu peux avoir en fait, trucs... Comme ça, on va bien avancer. Moi, si tu prends Eliora, moi, elle a le cercle total. Trouble du sommeil dès la naissance, trouble de l'oralité. Après, tu es sur un langage développé tu es sur une enfant, tu discutes 2 secondes avec elle, t'as une vieille âme en fait. Elle va te raconter des trucs. Moi, j'avais le spectre complet, tu vois. T'as cette notion d'humour très vite développée, cette notion d'injustice. Oh là là. Cette notion de larmes qui montent pour tout et n'importe quoi. Est-ce que tu sais que hier soir, donc Eliora, elle a le droit aux écrans le week-end et le mercredi quand il n'y a rien à faire, tu vois, genre il pleut. Et donc hier soir, ça y est, c'est fini, les écrans, t'as pas le droit quoi. Et là son père dit je veux voir mon match et elle tape un scandale, genre mais pourquoi papa, toi t'as le droit de regarder ton match et moi j'ai pas le droit de voir les écrans. Et c'est tout, et après il faut lui expliquer que elle c'est une enfant. Et on lui a dit que tant qu'elle payait pas d'impôts, elle pouvait pas choisir. Je peux te dire qu'elle sera au RSA ou elle payera pas. Non. Qu'est-ce que je veux dire? C'est hyper intéressant, mais c'est vrai que alors c'est assez, ça peut paraître surprenant, mais les enfants, et notamment les HP, mais alors on va pas se mentir, tous les enfants, mais surtout les HP, ils adorent les règles. Ils adorent les règles. Parce que ça leur permet, en fait, ça leur donne de la liberté. C'est-à-dire que plutôt que de s'exposer à maman, est-ce que je peux, ou je ne comprends pas, tu remets en question toi-même le propre feu rouge. Ils ne supportent pas de ne pas pouvoir comprendre pourquoi c'est carré. Et après,
Ils n'ont plus besoin de nous demander. C'est pas quand est-ce que je peux regarder la télé, c'est je sais que j'ai le droit de regarder la télé samedi à 10h du matin. Et c'est leur autonomie. Plus tu fais une règle serrée, plus ça se passe mieux. Exactement, parce qu'ils peuvent te regarder, te dire je prends la télécommande, et ils sont dans les clous, et toi tu lui fais un petit signe en disant top, t'as tout compris. Et les enfants, surtout HP, ne supportent pas de chercher la statistique, enfin ils sont tout le temps en train de la faire. Je sais que ma mère, à 99% du temps, elle craque quand je fais ci, quand je dis ça. Puis tu te dis mais pourquoi il ne fait pas avec son père? Et bien parce que son père ne craque pas, n'est pas sensible aux mêmes décibels. Et en fait ils font des stats, et au bout d'un moment ils savent. 75% ils lâchent, c'est trop, c'est pas assez certain. Ouais, et puis surtout, mais ça c'est valable pour les HP comme pour tout, si jamais tu dis non et que non ça marche, enfin ils savent que tu craques pas 9 fois sur 10, c'est ça, c'est les stats. Il va chercher sa 10e, tu vois, à chaque fois. C'est comme 68% plus 2 plus 2. Ah, c'est ça. Ok. C'est les statistiques. 9 fois sur 10, ça fait 90%. Oui, ça je sais. Alors ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas être sur Mais plus vous allez faire des règles strictes, surtout, tout le temps, et surtout, avec comme le il y a sourire. puis comme il y a ce vrai truc de sentiment d'injustice, une règle, si jamais la règle elle diffère d'un moment à l'autre ou d'un parent à l'autre parce que ça nous arrange, parce qu'en gros là j'ai un call de boulot important, bon alors normalement t'as pas le droit mais là je te fais l'exception. Ça c'est pas bon. Pour ces enfants là ils vont se dire en fait si l'exception est possible parce que ça t'arrange, bah, ça va être possible aussi quand moi ça m'arrange. Donc soit on va chez un psy que vous connaissez déjà, soit on va chez un psy qu'on connaît déjà où l'enfant a un lien et on sait qu'il est à l'aise. Même si c'est pas gay, qu'elle est pas rigolote, si l'enfant l'aime et donc le lien il est là et donc c'est ça qui compte. Et qu'on leur mette pas la pression, voilà. Qu'ils sentent que c'est cool, que s'il faut faire une pause, on fait une pause, qu'il s'est autorisé de mettre son pied sur la chaise sans se faire démonter parce qu'on met pas ses pieds sur mes fauteuils. Ouais, le caractère autoritaire, en tout cas on a des parents qui nous ont dit j'ai fait un bilan, en fait on rencontre le psy et on fait le bilan tout de suite. Et les parents sont partis le cœur brisé en se disant oh, je l'ai laissé chez quelqu'un, genre ça va pas, le feeling va pas du tout passer. C'est que moi je suis jamais partie. Hein. Toi tu m'as vu, moi je campe dans les salles d'attente comme ça. Ah oui, mais je veux dire, parfois on t'oblige à sortir du bureau en disant bah madame, maintenant il va falloir sortir. Ah oui, moi on m'a dit ça. Et déjà quand on t'arrache de ton enfant, tu sens que l'enfant te regarde en disant mais qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu me fais ça? Mais en plus ça tu le vois. Au moins rencontrer la personne une fois avant pour vérifier qu'il va y avoir un... Ou même pas. Et parfois, si jamais tu as une copine qui a été qui dit il est trop sympa, elle est sympa, nous même pour les consultes, pas de bilan. Tu vois les enfants qui en 30 secondes partent à l'espace jeu, les parents sortent, c'est hyper fluide parce que l'environnement fait qu'ils se sentent bien et qu'ils sentent que c'est cool. Ma communauté, ce que je leur ai dit quand ils m'ont posé des questions sur tout MP, c'était d'abord de prendre un rendez-vous en dehors du bilan pour faire juste un point. Tu vois, savoir déjà si le bilan est nécessaire. Bien sûr, c'est pas toujours parce que c'est pas toujours nécessaire et ça évite de me jeter son argent par la fenêtre et de perdre du temps, hein, clairement. Et surtout de voir si l'enfant, ça passe, quoi, s'il y a le feeling avec la personne qui est en face de lui. Ouais. Parce que ça peut être une femme, un homme, et ça peut être dans des bureaux avec des arcs-en-ciel et des petites poupées où ça passe super bien. Et ça peut être dans des endroits qui sont pas du tout adaptés finalement aux enfants et ça passe pas du tout. Et puis parfois le bilan, parce qu'en théorie, si tu veux, t'es pas censé en passer 4 dans ta vie. Si t'en passes un, je veux dire, tu passes un bilan à partir de 6 ans, t'es super HP, ça n'a aucun intérêt d'en repasser un à 16 ans pour revoir tes scores. T'es HP, tu l'as toute ta vie. Donc ça, c'est ok. Ça passe pas, ça se soigne pas. Non, mais en revanche, tu passes un bilan quand l'enfant va pas trop mal. Si les parents sont en pleine séparation, si à l'école il se fait harceler et qu'on dit bon, l'école ça va pas, il faut voir quelle est la demande derrière celle de bilan. Parfois, tu vois, tu as ça qui vient au-dessus, mais en fait, si tu grattes un peu, finalement, d'avoir les réponses à un bilan, c'est pas l'urgence, c'est pas ça qu'il faut. Et puis parfois, nous, on demande aussi qu'on aille vérifier la vue avant, parce qu'un enfant qui, en fait, voit rien du tout, il va foirer la moitié de ses questions au bilan, et donc on va dire, il y a un gros problème d'orthopsie, etc. Mais donc, finalement, on va lancer, alors c'est bien aussi, hein, mais on va lancer des rééducations, puis on dit, bah là, il faudra le repasser dans 3 ans ou dans 4 ans. Parfois, le fait de venir une fois et de se... Nous, on a des tas de parents qui prennent des bilans directement, et ça se passe très bien, parce que comme on connaît cette clinique, effectivement, chez nous, tout est assez sympathique, nous en premier. Non, mais je crois que moi, même avant de passer le bilan, je crois qu'on avait déjà fait un rendez-vous. Mais voilà, il y a aussi plein de gens qui sont venus. Mais parce que toi, t'étais pas venu direct en disant, je passe le bilan, t'étais là, je veux des clés de compréhension. Ouais, c'est ça. Donc tu as eu un rendez-vous et elle t'a dit faut passer le bilan. C'est pas une mauvaise idée. Et là tout de suite le psy t'a dit faut passer un bilan immédiatement. Ouais, oui, et puis il y a des parents à qui on dit franchement le bilan, en fait où on sent qu'il y a une énorme attente des parents derrière ce bilan, si tu veux, et que nous, parce que à force on a l'habitude de la clinique et on peut se dire franchement le HP je suis pas sûre, ou en tout cas ça va pas être comme ce que eux ont l'air d'espérer. En fait qu'est-ce que c'est que cette attente, tu vois? Et si en fait on ne crée que de la déception, et on peut très bien dire pas d'urgence, ne le passez pas, et puis si ça va bien,
ça va bien, tu vois, il n'y a pas besoin de garder Ouais, vos moi je sous, voulais pas le passer à cause de l'étiquette, tu vois. Alors, nous, on trouve qu'il faut que c'est bien. Que c'est bien parce que ça appartient à ton enfant, que ça t'appartient aussi à toi, évidemment, en tant que parent, parce que c'est quand même dans ta parentalité, ça va quand même mettre une tonalité différente. En tout cas, tu peux avoir des lectures sur le sujet. En fait, pour moi, non. Parce qu'enfin, nous, on n'est pas un schéma classique. On est autodidacte, mon mari et moi. Personne nous attendait là où on était. Ouais. On a tous les deux des métiers qui rentrent pas dans les cases. Tout le monde pense que mon mari Je est comprends juste... pas ce que tu veux dire. Tu veux dire quoi? Que toi, c'était Moi, ça n'a rien, ne change rien. ça n'a rien changé parce qu'on pense... Ça n'a pas expliqué ta scolarité ou peut-être la Ah, déception, moi, ça m'a donné des réponses à moi, dans le sens où on m'a dit, bon, c'est génétique, et en voyant ma fille, j'ai compris qu'elle était exactement comme moi. Et t'as pas trouvé que c'était agréable la compréhension de ton enfance ou de ta scolarité? Bah non, ça a été terrible. Parce que Pourquoi? pour moi, ça a mis en exergue un point que je savais déjà, mais que du coup, ma mère a eu beaucoup de problèmes de santé quand j'étais petite. Et ça a juste expliqué que tu vois, sans méchanceté aucune, j'ai été délaissée sur cette partie-là. Parce que ça n'existait pas, les enfants surdoués, entre guillemets, quand moi j'étais enfant, on n'avait pas le droit, tu vois. On n'avait pas le droit, tu vois. C'était soit t'étais bon, soit t'étais mauvais. Soit t'étais feignant, soit t'étais actif. Ouais. Moi, je suis rentrée au conservatoire à 3 ans et demi. Je suis sortie à 18 ans. Et tout au long de mon cursus, on m'a dit « Ah, c'est dommage, tu travailles pas assez. » Alors ça peut mieux faire, c'est une vraie remarque des précoces sur leur bulletin. Non mais quand tu as l'info en tant que parent, je reviens juste sur ça, ça te permet de te dire ok, il y a quand même beaucoup de littérature sur le sujet et d'avoir finalement les bonnes clés pour les bonnes séjours et de te dire ok, si je lis sur le sujet et que les deux parents lisent le même livre, de dire bah tu vois quand elle te dit que l'étiquette elle supporte pas, c'est pas juste parce qu'elle est chiante et qu'elle est capricieuse, c'est que vraiment il y a ce qu'on appelle une hyperesthésie, un truc des sens qui est surdéveloppé et qui fait que c'est intolérable. C'est qu'elle peut, là, elle est dans une phase où même sa culotte, elle a du mal à la supporter. Il faut que tu lui mettes les caleçons de fille sans couture, sans Je rien. lui mets les caleçons de fille et je lui prends les culottes chez Dean. Je fais hyper gaffe à tout ça. Et là, elle est arrivée à un niveau où, de toute façon, on va passer sur de l'été, donc ce sera plus simple. Mais même ses leggings, elle ne les supporte pas. Il y a des pantalons que je vais donner parce qu'elle ne veut pas les porter. Pas les mettre. Après, il faut tous qu'on fasse attention, c'est que quand on est alerté sur ce sujet et avec cette fameuse étiquette 100% sensible, à laver délicatement avec Myrlène, nos enfants, parfois, du coup, nous-mêmes, on est hypersensibles. Ah non, moi par contre, je ne dirais pas devant elle, elle est trop intelligente. Moi, je ne dis rien devant elle, je l'écoute. Je la regarde et après j'anticipe mes réponses en fonction de ça. Non mais tu vois surtout non, il faut pas augmenter le syndrome. Et le problème c'est qu'on va augmenter le symptôme de son enfant. C'est-à-dire qu'à la fin, ça me gratte, on arrête la voiture en fait. C'est-à-dire que la vie s'arrête de tourner parce que ça la gratte et c'est des habitudes qui malheureusement qu'on peut développer facilement. Ouais. Exactement. Voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais. Faut se méfier. Faut trouver un entre-deux entre oui ça te gratte et ok ça te gratte, on change. Voilà, et on change, mais on n'est pas obligé de hurler pour changer, etc. Mais il faut trouver un entre-deux, pas non plus avoir peur des émotions de notre enfant. Notre job, c'est de se relever les manches et de dire ok, exercice étiquette, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai que de temps en temps on finit par paniquer parce que l'exercice étiquette au supermarché ou avant de prendre la voiture, ça... Moi c'est tous les matins, juste le matin avant d'aller à l'école. Tu vois, tous les matins on a la même scène. Et en fait avant c'était que sur certains vêtements. Et là, plus ça va, plus c'est sur tous les vêtements. Bon, peut-être qu'elle a grandi, que c'est trop petit, je sais pas, tu vois. Mais je sais qu'on arrive sur les beaux temps, donc on va passer sur des matières plus souples. Les robes, c'est un bonheur. Et n'oublie pas le principe de la règle, c'est que malgré tout, ça peut t'aider. C'est tu t'habilles comme tu veux avec les vêtements que j'ai achetés, sauf pour les 70 ans de ta grand-mère, c'est moi qui choisis et c'est comme ça. Non, tu vois, je suis pas là-dessus. Franchement, ça va. Je suis assez souple parce que je connais son fonctionnement aussi. Je vais pas m'amuser à inventer des règles qui servent à rien. Je vais pas lui imposer la façon de s'habiller. Je lui propose, elle aime pas. Je lui dis bah tu vas choisir dans le placard, tu te débrouilles, ma grande. Du moment que ça passe pour toi et que c'est fluide et que ça casse pas l'ambiance, exactement. Mais revenons à nos moutons. Mais on était sur sur la branche 47 de l'arbre 118. On s'était dit est-ce qu'il y a eu urgence ou pas à le faire moi ce que je retiens de tout ça c'est que avant 6 ans sauf grosse souffrance, mais avant 6 ans c'est difficile de détecter le HPI. Non, en fait, le truc d'avant 6 ans, ça peut servir parce que, par exemple, tu as des enfants qui commencent à déchiffrer en moyenne section de maternelle, tu vois, qui commencent à être dans la lecture. Ouais. Et qui commencent à être agités en classe parce qu'en fait, ils s'ennuient à mourir. Ouais, donc dans un cas d'un enfant qui a besoin potentiellement de sauter une classe. En fait, si tu n'as pas de bilan à l'appui, et puis encore, une fois de plus, le saut de classe, d'abord, c'est pas nous qui décidons, c'est les établissements scolaires.
Parfois ça a du sens, parfois ça n'a pas du tout de sens. Il y a des enfants, pour la confiance en eux, vaut mieux être premier de ma classe sans trop me casser la tête. Je suis dans le fond, je me narcissiquement, je suis confort. Mais je suis bon sans trop. Et t'as d'autres enfants assez dans la compète qui aiment le challenge pour cela de leur dire bah tu t'ennuies. L'ennui c'est la mort. Ils peuvent te faire sauter une classe, à part que tu boffes plus, ils sont là yes, trop bien, vas-y, cahier de vacances, devoir, j'y vais, et qui sont hyper contents de ça. Donc c'est pas toujours le saut de classe une évidence. Tu as des enfants HP à l'école, mais ça maternelle ou plus grand, qui ne disent pas du tout qu'ils savent faire mieux, enfin qui savent faire un peu au-delà de ce qu'on leur demande. Ils sont très adaptables, donc ils regardent. Si la maîtresse dit aujourd'hui on compte jusqu'à 3 et qu'ils comptent jusqu'à 70, ils vont s'arrêter à 3. Parce que la maîtresse a dit d'aller jusqu'à 3. Et puis ils veulent être comme tout le monde. Et puis quand tu vois les relevés de compétences des livrets en cours acquis, et tu vois en cours, les parents nous disent en cours, mais il le fait depuis 3 ans. Tu sais que quand Eliora est rentrée en maternelle, elle savait compter jusqu'à 10, 15. Et à la fin du premier trimestre, la maîtresse me dit il faut que vous repreniez. Il faut lui apprendre à compter jusqu'à 10. Elle ne sait pas compter jusqu'à 10. Et là, je regarde le message, je fais mais attendez, le jour de sa rentrée en petite section, elle savait déjà compter jusqu'à 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, elle a régressé en rentrant à l'école. Parce qu'ils font comme les copains, ils veulent faire comme les copains. Donc là, si tu sens que ton enfant est pas malheureux de régresser, qu'il est content d'y aller, qu'il a plein de potes et qu'il s'éclate à la récré, c'est ok. Tant que tu peux temporiser et que tu lui donnes à manger, alors surtout ne donnez pas à manger de scolaire à la maison, c'est déjà tellement lent à l'école. À la maison, vous faites des échecs, des vers de terre, poussez des plantes, prenez un chat, un chien, invitez 200 copains, faites de l'autonomie, de la philosophie, du sport, du chinois, ce que vous voulez, mais surtout... Attention, hein, moi Ellie, quand j'ai voulu justement, même avant son entrée à l'école, lui faire des activités, plus je la stimulais, plus c'était compliqué à la maison. Ah ouais? Ah ouais. Bon, alors s'adapter à chaque enfant, ça c'est une bonne Parce que moi, du coup, c'était crise sur crise. Je pense elle était déjà ultra stimulée, entre guillemets, avec moi, dans le sens où elle faisait tout avec moi. On sortait, on allait au parc, on faisait de la peinture. La journée, il fallait apaiser la machine. Oui, alors il faut savoir. Et j'ai voulu la mettre genre un truc comme ça, il y avait éveil musical, danse et tout. Et en fait, quand je l'ai récupérée, c'était un enfer. Elle me faisait crise sur crise, quoi. Non, ils vont beaucoup aimer être dans la nature. Mais dans la nature, ils seront contents que tu leur racontes les feuilles d'arbre. Je vous ai dit acheter une maison de campagne. J'ai écouté le témoignage d'un enfant justement, enfin d'un adulte qui était à HPI, qui dit que le jour où ses parents ont décidé de quitter Paris pour vivre à la campagne, ça lui avait changé la vie. Oui. Du coup, pour conclure sur le HPI, avant 6 ans, si l'enfant est en souffrance et que de façon scolaire ça devient important de pouvoir mettre le doigt dessus pour potentiellement demander un saut de classe ou pas. Oui, et en sachant que les bilans QI ne sont pas du tout là que pour identifier du HP. Au départ, c'était pour identifier des difficultés. Et à partir de 6 ans, de façon presque obligatoire, dans le sens où si vous avez le moindre doute, prenez rendez-vous et potentiellement demandez si le test est nécessaire. Et donc on a dit chez vous, chez Kids et Family, moi c'est ce que je vais recommander parce que j'ai mon expérience chez vous et que je connais personne qui m'a dit non c'est de la merde. On se recommande nous-mêmes, voilà. Parce que de temps en temps tu te dis oh les autres sont bien mais là nous on trouve que c'est plus cool chez nous. Pour les personnes qui n'ont pas les moyens, et on le comprend tout à fait, il y a donc à l'école, on peut demander à l'école. À la psy scolaire. À la psy scolaire. Demander à sa mutuelle parce que sa mutuelle perso prend en charge certaines parts des bilans de QI. Donc, en tout cas les mutuelles qu'on a peuvent prendre en charge les consultations de psychologues. Et certains bilans, il y en a qui prennent le motif bilan du QI. Donc ça mérite de demander. Et ben merci beaucoup les filles. Merci à toi. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. La prochaine traitera du TDAH. Je vais retourner voir mes acolytes pour qu'on puisse discuter ensemble de ce trouble qui est donc le trouble de l'attention avec hyperactivité ou pas. D'ailleurs ça peut être TDA ou TDAH. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.